Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bonjour, je suis John Michael Advertising et j'aime autant te dire que l'heure est grave mon con. Aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a pas si longtemps sur l'internet. C'est l'histoire d'un youtubeur anonyme qu'on appellera Bobby. Bobby est malheureux, car une de ses vidéos a été bloquée dans pas mal de pays, notamment la France. C'est pas hyper injuste ça sans déconner, moi ça me met hors de moi bordel. Et non seulement Bobby est malheureux, mais tous ses abonnés aussi. Y a pas 2 jours sans qu'il reçoive un commentaire pour lui dire que sa vidéo a disparu. On est pas loin d'une vague de dépression nerveuse, c'est moi qui te le dis. Sauf que tout espoir n'est pas perdu, car la vidéo est visible au Canada. Et ouais ma gueule, tu penses à ce que je pense? Une seule solution pour accéder à cette magnifique vidéo, NordVPN mon con. NordVPN, c'est un logiciel qui protège ton trafic web privé de toute interférence externe. Grâce à lui, ton adresse IP est masquée et tes données sont chiffrées. Ça c'est pour la partie technique. En pratique, il te suffit d'un clic pour te connecter sur un serveur canadien et boum, tu peux mater cette superbe vidéo et lui faire atteindre ses 100 000 vues bien méritées. Bobby et ses abonnés sont tellement heureux. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumFR, tu auras droit à moins 70% sur l'abonnement de 2 ans, soit 2,85 € par mois. Et cerise sur le gâteau, pour le 9e anniversaire de NordVPN, on t'offre un mois gratuit et une surprise. Alors fonce, tu seras en sécurité et tu pourras accéder à plein de contenus. Que demander de plus? De rien ma gueule. Il a l'air. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on part au Far West avec Doc et Marty. C'est parti pour Retour vers le futur 3. Nous sommes en août 1990 et Robert Zemeckis profite d'un mois de pause bien mérité après un tournage éreintant. En effet, le réalisateur vient de mettre en boîte le 2e opus de sa saga temporelle Retour vers le futur et il se prépare à enchaîner sur le 3e et dernier volet. Et après avoir voyagé dans les années 50 puis dans le lointain futur de 2015, le cadre temporel du récit serait cette fois-ci situé en 1885, soit en plein Far West, donnant l'opportunité à Zemeckis de réaliser son rêve, rendre un bel hommage à un genre qu'il affectionne particulièrement. Un indice, c'est pas la comédie musicale, qui est d'ailleurs en projet alors je vous parle. Le western donc. Et comme qui dit western dit grands espaces et paysages naturels s'étendant à perte de vue, il était juste hors de question de repartir tourner sur les décors des studios Universal comme sur les 2 opus précédents. C'est donc une aventure bien différente qui attendait Zemeckis et son équipe. Le 3e film serait en effet tourné en majeure partie à Sonora en Californie, où des centaines de films et séries du genre y avaient été mis en boîte comme Bonanza et The Lone Ranger. Le directeur artistique Rick Carter y lança donc la construction du Hill Valley de 1885 sur un immense terrain de plusieurs hectares, ce pour le plus grand plaisir du réalisateur qui allait disposer d'un immense terrain de jeu. En dehors de Sonora, l'équipe allait également poser ses caméras à Monument Valley, site naturel aux formations rocheuses caractéristiques et tout simplement indissociable du genre western. Sauf que pour tourner sur cette zone, l'équipe avait besoin de l'autorisation des anciens de la tribu Navarro locale, mais fort heureusement, ils optèrent à la condition sine qua non d'effacer toute trace de leur passage une fois les plans en boîte. On ne rigole pas avec les sites historiques. Et pour peupler le Hill Valley de 1885, les figures bien connues de la saga seraient bien évidemment de retour, à l'exception cependant de Crispin Glover. On connaît l'histoire. Mais ce 3e opus allait donner l'opportunité à un nouveau personnage de faire son entrée, à savoir Clara Clayton, qui allait donner lieu à une intrigue romantique avec Doc Brown. Pour ce rôle, les deux Bob n'avaient qu'une actrice en tête, Mary Steenburgen, oscarisant en 1980 pour Melvin et Howard, et qui s'y connaissait déjà un peu en western et en voyage temporel. Pour cause, l'actrice avait fait ses débuts au cinéma en 1978 dans le western En route vers le sud, de et avec Jack Nicholson, et dans lequel elle partageait l'écran avec un certain Christopher Lloyd. Elle avait ensuite enchaîné avec C'était demain, autre film où son personnage tombe amoureux d'un voyageur temporel. Nom de Zeus, le destin n'en finit pas de nous étonner. Au grand soulagement des deux Bob qui n'avaient absolument aucun plan B, l'actrice, grande fan du premier film, accepte le rôle en mai 89, heureuse de faire son entrée dans la saga et de retrouver Christopher Lloyd dont elle est très proche. L'acteur avouera d'ailleurs avoir eu un petit faible pour elle au moment de leur première rencontre. C'est trop mignon. Mais pour l'heure, pas le temps de niaiser, il s'agirait de se préparer. Steenburgen et Lloyd doivent en effet s'entraîner pour une scène de danse relativement énergique, et malheureusement ça s'avère compliqué. Les deux acteurs ont en effet du mal à se synchroniser. Lloyd part à droite, Steenburgen à gauche, résultat, l'actrice chute et se déchire un ligament, une blessure qui ne lui facilitera pas la tâche le jour J. Une entrée dans la danse comme on n'en fait plus. Ha! Tom Wilson, qui incarnera cette fois-ci Buford Tannen, l'arrière-grand-père de Biff, subit quant à lui un entraînement rigoureux à l'équitation, ainsi qu'au maniement du lasso et des armes, ce pour être capable de dégainer le plus vite possible comme tout hors la loi qui se respecte. Quant à Michael J. Fox, après avoir pris des cours pour améliorer ses compétences en skate et à la guitare électrique sur les précédents volets, il doit cette fois-ci, tout comme Tom Wilson, apprendre à monter à cheval et manier une arme. Comme tout Clint Eastwood qui se respecte. Concernant Zemeckis, de par son amour pour les westerns, ce 3e film était celui qui l'enthousiasmait le plus. Ainsi, même si les semaines à venir s'annonçaient éreintantes, avec d'un côté le tournage de ce film et de l'autre la post-production du 2e, c'est avec excitation, passion, allégresse et tous les synonymes du mot enthousiasme qu'il entama le tournage de son western science-fictionnel. Le 29 août 1989, l'équipe posa donc ses caméras à Sonora et Zemeckis démarra le tournage sur un plan d'ensemble complexe du Hill Valley version western, avec rien de moins que 130 figurants dans des costumes d'époque que le réalisateur a voulu les plus réalistes possibles. Western oblige, le film fut riche en cascades diverses et Fox en fit
rapidement les frais pendant le tournage de la séquence où Marty se fait poursuivre par Tannen et ses sbires, et où après s'être fait prendre au lasso par Tom Wilson lui-même, il se fait traîner à travers la ville. Lors du tournage, Fox se blesse à la hanche, et la douleur mettra énormément de temps à disparaître, autre signe avant-coureur de la maladie de Parkinson qui lui sera diagnostiquée 2 ans plus tard. Il doit ensuite tourner la scène où Marty se fait pendre par Tannen, et là encore, on frôle la catastrophe. Pendant le tournage, l'acteur est harnaché, et pour éviter tout problème, il est censé maintenir un espace entre la corde et son cou avec ses doigts, ce pour être sûr de pouvoir respirer. Parce que si on ne respire pas, on meurt. Sauf que lorsque Zemeckis crée action, la corde enroulée autour du cou de Fox est bien plus serrée que d'habitude, et à force de maintenir une forte pression au niveau de son artère avec ses mains, l'acteur se coupe la circulation et finit par s'évanouir. Fort heureusement, l'équipe s'en rend compte et le fait descendre à temps pour le réanimer. Et on en était qu'à la première semaine. Arrive ensuite le tournage de la kermesse de Hill Valley, où un groupe bien connu fait son apparition. En effet, après Huey Lewis and the News sur le premier film, les deux Bob avaient envie de collaborer avec un autre groupe pour ce troisième et dernier opus. Ils pensent alors à ZZ Top, un groupe qui leur paraît totalement adapté à l'ambiance western de leur film. Ils finissent donc par inviter le groupe pour une visite du plateau, et Zemeckis leur offre finalement les rôles des membres de l'orchestre de la ville, en lieu et place du groupe de musiciens de la Féerie dansante des sirènes que les deux Bob avaient pendant un temps envisagé de faire revenir. Et pour le plus grand plaisir des deux Bob, le groupe finira par composer le morceau Double Back pour le film. Lors de la scène où Doc et Marty se font photographier devant l'horloge, le photographe est incarné par rien de moins que Dean Kunze, le directeur de la photographie de toute la trilogie. Et niveau caméo, le film aurait pu aller beaucoup plus loin. En effet, à la base, Zemeckis avait proposé le rôle du maire à rien de moins que Ronald Reagan, qu'il savait être un grand fan du premier film. La proposition fut néanmoins rejetée par l'ex-acteur devenu ex-président. La séquence de la kermesse marque également le retour du système Vistaglide Motion Control pour quelques plans où Marty discute avec son ancêtre Seamus, également incarné par Fox. À la base, Seamus était censé être incarné par Crispin Glover, mais on connaît l'histoire. Mais malgré ce retour à une technique de mise en scène complexe, ce tournage marque un changement énorme par rapport au second volet, aux effets spéciaux, décors et accessoires futuristes omniprésents. Et l'équipe s'en accommode fort bien, appréciant énormément ce nouveau cadre naturel. La plupart fait même en sorte de manger le plus rapidement possible pendant la pause pour pouvoir profiter des nombreuses activités organisées sur le plateau. Une sorte de colonie de vacances quoi. Et malgré quelques difficultés inhérentes à un tournage de ce type, Zemeckis aussi apprécie énormément ce cadre de travail où ne règne que le silence et la beauté naturelle environnante. Mais bien vite, la partie éprouvante arrive et il se trouve obligé de faire des allers-retours entre Sonora et Los Angeles pendant 3 semaines pour superviser la post-production du deuxième film. Ce n'est désormais plus Fox qui travaille 24 heures sur 24, mais le réalisateur. Il reste ensuite une grosse séquence à mettre en boîte, celle du climax, qui constitue un morceau de bravoure classique du genre, l'attaque du train. À elle seule, la séquence nécessitera pas moins de 7 semaines de tournage, soit autant que celle de la poursuite en overboard du deuxième opus. Certaines cascades seront ainsi réalisées par les acteurs eux-mêmes, à commencer par une poursuite à cheval. Et si Lloyd et Steenburgen sont plutôt bons cavaliers, Fox a plus de mal, mais parvient tout de même à se débrouiller. L'acteur avouera d'ailleurs en tirer une grande fierté, contrairement à Zemeckis à qui cette partie du tournage a valu pas mal de sueur froide. La séquence est en effet assez dangereuse, les acteurs principaux étant en selle sur des chevaux fonçant à 50 km/h, tout en étant cernés d'un côté par une locomotive en marche, et de l'autre par la voiture travelling qui filme toute la scène. Mais tout se déroule fort heureusement sans incident. Et donc, le 16 novembre, le tournage à Sonora s'achève, à 4 jours de l'avant-première mondiale de Retour vers le futur 2 qui, comme on le sait, sera reçu avec un peu de froideur par le public, décontenancé par sa fin. Le box-office sera cependant excellent, ce qui est toujours ça de gagner. Le tournage reprend ensuite le 27 novembre à Monument Valley en Arizona, où l'équipe tourne la séquence où Marty et la DeLorean se retrouvent sur le chemin d'une tribu indienne, elle-même poursuivie par la cavalerie. Pour incarner les Indiens, la production fait appel à de nombreux membres de la tribu Navajo locale, même si leurs compétences en équitation laissent un peu à désirer. Concernant la cavalerie par contre, ce sont des passionnés de reconstitution qui sont engagés et qui débarquent avec leurs propres costumes et chevaux personnels. Normal. À la mi-décembre, l'équipe se rend à Oxnard en Californie pour y tourner une séquence spectaculaire et à la symbolique particulière où la DeLorean vit ses derniers instants avant d'être détruite par un train de marchandises. Une séquence sur laquelle le superviseur des effets spéciaux Michael Lantieri travaillera d'arrache-pied, démontant la DeLorean et la truffant d'explosifs, ce pour obtenir le résultat le plus percutant possible. Enfin, le reste du tournage est dédié aux séquences tournées au sein des studios Universal, notamment celles ayant lieu chez Seamus et Maggie McFly et au sein du Manoir Brown. Et ainsi, le 12 janvier 1990, c'est un tournage de quasiment 11 mois qui s'achève sur le décor du Manoir Brown, le tout en présence de ses deux acteurs vedettes, Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Plus qu'un tournage titanesque, c'était la conclusion d'une grande aventure humaine et le point final d'une période inoubliable de leur vie. Le tournage de la saga Retour vers le futur était terminé. La post-production fut donc lancée et Zemeckis allait pouvoir la superviser bien plus sereinement que sur le précédent opus. Comme d'habitude, ce n'était à vrai dire même plus une question, le compositeur Alan Silvestri fut chargé de la musique et s'éclata à transfigurer son thème désormais culte, lui apportant des sonorités dignes d'un western. Pendant ce temps, ILM travaillait sur les plans à effets visuels, moins nombreux que ceux du deuxième film certes, mais parfois extrêmement complexes
complexe et nécessitant par conséquent beaucoup de travail. La locomotive volante, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et le 25 mai 1990, soit 6 mois après la sortie du deuxième film, Retour vers le futur 3 débarqua sur les écrans, accueillant toute une cohorte de fans impatients d'avoir le fin mot de l'histoire. Avec 244 millions de dollars récoltés, ce troisième opus obtint le succès le plus modéré de la trilogie, probablement dû à la déception qu'a pu causer le deuxième film auprès d'une partie du public. Il reçut cependant un bien meilleur accueil critique que son prédécesseur, sa conclusion n'ayant, contrairement à ce dernier, strictement rien de frustrant. Bien au contraire. Retour vers le futur 3 prend donc la suite directe du précédent volet, alors que Marty se trouve de nouveau coincé en 1955 et que Doc a quant à lui été envoyé en 1885 par accident. Aidé d'une lettre de son ami qui lui somme de ne pas venir le chercher, Marty fait donc appel au Doc de 1955 pour l'aider à rentrer à son époque, sauf que les choses se compliquent lorsqu'il découvre la tombe d'Emmett Brown, datée de quelques jours seulement après qu'il ait envoyé sa lettre à Marty. Décision est prise pour Marty de partir en 1885 pour sauver la vie de son ami et le ramener avec lui en 1985. Mais comme à chaque fois avec les voyages temporels, les choses vont vite se révéler plus compliquées que prévu. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette conclusion ? Dès sa deuxième scène, Retour vers le futur 3 met en place un rythme posé, au mouvement de caméra lent, ponctué d'une composition chaleureuse d'Alan Silvestri. Comme si, après la course folle du deuxième opus, Zemeckis voulait offrir une pause bien méritée à son public et à ses personnages, tout en donnant le ton de ce nouveau film. À savoir que ce troisième opus, contrairement à son prédécesseur, allait disposer d'un luxe certain, il allait prendre son temps pour raconter son histoire. Et en effet, là où Retour vers le futur 2 pouvait s'avérer par moments épuisant, ce n'est pas du tout le cas ici, et ce nouveau volet est clairement aux antipodes du précédent en ce qui concerne la gestion du rythme. Il faut savoir que Zemeckis regrettait beaucoup de ne pas avoir été plus présent sur la post-production du deuxième film et qu'il était conscient du fait que ce dernier manquait de moments pour respirer. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que Retour vers le futur 3 est un film ennuyeux. Je précise parce qu'on a vite fait de faire l'amalgame. En effet, le film est riche en péripéties et dès que Marty débarque au Far West, Zemeckis s'éclate comme un gosse à mettre en scène la plupart des passages obligés du western. Les Indiens, la cavalerie, le saloon, un duel que n'aurait pas renié Sergio Leone, la poursuite endiablée d'un train. Bref, Zemeckis s'amuse avec tous les clichés du genre, se moquant d'eux avec beaucoup d'affection, notamment de par le décalage entre les réactions de Marty et l'époque dans laquelle il évolue, qui fait toujours autant mouche au bout de 3 films. Mais comme je le disais, Zemeckis ne se moque pas gratuitement et méchamment. On sent chez lui un profond respect et un amour sincère du genre, lui qui a très certainement été biberonné au western étant plus jeune. Et ce respect se ressent dans la direction artistique absolument irréprochable de Rick Carter. Tout est soigné et ne donne jamais l'impression d'une parodie de western. Le saloon est sublime, tout comme la ville de Hill Valley dans son ensemble, et les scènes tournées à Monument Valley donnent cette impression de grandeur inhérente au genre. Et si le voyage dans le futur du volet précédent a permis aux deux Bob de laisser libre cours à leurs idées les plus délirantes, cette fois-ci, l'approche a été bien différente et principalement guidée par la rigueur. Une rigueur ayant pour but de dépeindre le cadre le plus crédible possible, malgré bien évidemment quelques inventions un peu perchées signées Doc Brown. Parmi les nombreux artistes ayant travaillé sur les dessins préparatoires du film, on peut compter Simon Wells, l'arrière-petit-fils de H.G. Wells, le célèbre auteur de La Machine à explorer le temps. Si ça c'est pas une coïncidence de ouf malade. Et comme Zemeckis a pas l'air d'aimer les facilités, il en a profité au passage pour se poser quelques défis techniques. Retour vers le futur 3 dispose ainsi de l'un des plans les plus complexes à mettre en œuvre de toute la trilogie. Et curieusement, le plan en question ne mettait en scène ni une cascade, ni une explosion, ni même un effet visuel. Il s'agissait tout simplement du plan où Doc et Marty, réfléchissant à un moyen de faire atteindre les 88 miles à l'heure à la DeLorean, voient la solution s'imposer d'elle-même lorsqu'ils aperçoivent le train entrant en gare au loin, en arrière-plan. On se rend pas du tout compte de ce que ce genre de plan a priori extrêmement simple peut impliquer en termes de préparation. Bah ouais, parce que pour que ça fonctionne, il faut que tout soit parfaitement coordonné, synchronisant de fait la performance de Christopher Lloyd avec un train entrant en gare quelques centaines de mètres plus loin. Sans oublier qu'on parle pas d'un figurant à trottinette, on parle d'une locomotive, pas le genre de véhicule qu'on déplace en 2 secondes. Et je trouve ça assez marrant de constater qu'un des plans les plus complexes de la trilogie Retour vers le futur est un plan entièrement basé sur le timing. Bref, c'est toujours assez plaisant de voir que Zemeckis ne cède jamais à la facilité, et ça me paraissait nécessaire de souligner la somme de travail colossale investie dans ce plan, qui passe totalement inaperçu pendant le visionnage. Rendons à Zemeckis ce qui appartient à Zemeckis. La mise en scène se veut donc toujours aussi efficace et dynamique, mettant en valeur comme il se doit l'univers dépeint et l'action qui y prend place, le tout avec un équilibre remarquable, le film alternant entre des scènes d'action spectaculaires et des moments plus intimistes mettant en place la relation entre Doc Brown et Clara Clayton. Car cet opus de Retour vers le futur fait la part belle au personnage culte incarné par Christopher Lloyd. En effet, après un premier film centré sur George McFly et un second plutôt axé sur le bad guy Biff Tannen, ce troisième volet est ainsi celui de Doc Brown, celui par qui tout est arrivé. Un personnage attachant et drôle, qu'on adore depuis sa première apparition de par l'interprétation formidable de Lloyd et qui dévoile ici une facette qu'on n'imaginait pas jusqu'alors, celle d'un héros romantique. Et curieusement, ce rôle lui va comme un gant et il se voit même offrir rien de moins que l'entrée en scène la plus classe de toute la trilogie. Quant à sa relation amoureuse avec Clara, si elle aurait pu être un fardeau au sein de l'histoire, elle s'avère au final extrêmement touchante, les deux personnages étant comparables à deux poissons hors de l'eau ayant du mal à s'adapter à leurs époques respectives. Deux âmes sœurs donc, qu'on appréciera de voir se rapprocher avec une certaine maladresse naturelle, la chimie entre Lloyd et Steenburgen crevant l'écran. Comme d'habitude, le casting est juste excellent.
Et l'autre acteur qui crève l'écran, c'est bien Tom Wilson, qui interprète une nouvelle version de son éternel bad guy, Buford Molos Tannen, qui est sans doute ma version préférée du personnage. Complètement dingue, souvent ridicule, il constitue pourtant une menace bien réelle, comme pouvait l'attester la scène où son personnage tue le Marshal Strickland d'une balle dans le dos, une scène que Zemeckis a préféré couper pour sa noirceur. La performance de Wilson est donc véritablement excellente. Toujours juste, l'acteur se donne à fond, et son interprétation est pour moi le point le plus sous-estimé du film. Donnez-lui un Oscar, merde! Bon, c'est peut-être un peu too much. Et Marty dans tout ça? On va être honnête, Marty c'est pas le personnage au plus haut potentiel dramatique dans cette trilogie. C'est vrai, en soi le personnage n'évolue jamais réellement, et par conséquent, son histoire n'est jamais aussi intéressante que celle des gens qui gravitent autour de lui. Prenons le premier film par exemple. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'histoire de son père George qui compte, car c'est lui le personnage qui est amené à évoluer. Toute l'intrigue repose même sur cette évolution, cette capacité qu'aura le personnage à se dépasser pour apprendre à se faire respecter. Et c'est ça qu'on aime dans une histoire, voir un personnage évoluer, c'est la base d'une intrigue réussie. A contrario, quel est le cheminement de Marty au sein du premier film? On peut détacher 3 objectifs majeurs. Rentrer chez lui, faire en sorte que ses parents tombent amoureux pour assurer sa propre existence, et sauver la vie de Doc. Pour résumer, Marty, c'est un peu une sorte d'ange gardien en fait, dont les actions permettent au personnage autour de lui d'avoir une vie meilleure. Mais toutes ces actions ne marquent pas d'évolution flagrante pour le personnage lui-même, dans le sens où quand le film se termine, il n'a pas changé, il est toujours le même Marty qu'au début. C'est d'ailleurs assez marrant parce que le film appuie cet état de fait en transformant radicalement tout le reste de sa famille, rendant d'autant plus flagrante sa stagnation. Il faudra donc attendre les opus 2 et 3 pour que le personnage ait droit à un semblant d'arc narratif, entièrement bâti à partir d'un mot simple. Chicken. You chicken? Ce mauviette, il est riche de sens, car elle constitue la faiblesse de Marty, faiblesse qui était jusqu'à présent aux abonnés absentes. Et c'est à partir de la faiblesse qu'on peut créer un arc narratif, car une faiblesse suppose une évolution de la part du personnage pour surmonter la dite faiblesse. Ainsi, Retour vers le futur 3 offre enfin à Marty son moment de gloire bien mérité, avec un film qui vient conclure son arc narratif. Alors on va pas se leurrer, cet arc est franchement simpliste, mais offre cependant à l'histoire une belle leçon de vie comme conclusion. Your future is whatever you make it, so make it a good one. Mais en dehors de ça, il faut avouer que Marty est plutôt en retrait dans ce troisième opus, laissant la place à Doc. Il n'est donc que le personnage qui cherche à rentrer chez lui, la magie opérant grâce au charisme fabuleux de Michael J. Fox. Mais c'est déjà très bien. Que dire de ce troisième opus du coup? Personnellement, je l'aime beaucoup. J'aime le fait qu'on retrouve un schéma proche du premier film, loin de l'hystérie du deuxième, et j'aime que le film apporte une conclusion véritablement satisfaisante à la trilogie. Faut avouer que ça aurait été assez terrible de finir sur une déception. Pas vrai les fans de Game of Thrones? Cependant, et même si personnellement je le préfère au deuxième, il faut avouer que ce troisième film a peut-être moins de moments véritablement mémorables que les 2 premiers. C'est vrai, en général, quand on dit Retour vers le futur, on a tout de suite des images assez précises en tête. La DeLorean sur le parking des 2 Pins, la féerie dansante des sirènes, l'overboard, des images principalement liées au premier et deuxième film. Je ne suis donc pas sûr que le dernier ait laissé une empreinte aussi inoubliable dans la pop culture que ses 2 grands frères, sans doute dû au fait que, cette fois-ci, l'effet de surprise s'est totalement estompé. Le premier pouvait compter sur son concept fabuleux, le deuxième sur ses idées et sa vision du futur complètement dingue, mais ce troisième opus, sa plus-value, c'est de rendre hommage à un genre dont on connaît déjà les codes par cœur. Si j'adore cet opus, il lui manque donc malgré tout un ingrédient essentiel et qui ne faisait pas défaut aux 2 précédents, une touche de jamais vue. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'empêche pas d'apprécier ce Retour vers le futur 3, qui vient clore la trilogie de fort belle manière avec une aventure menée tambour battant, véritable ode à un genre qui aura fait les grandes heures du cinéma américain. Et voilà, Retour vers le futur c'est fini, et c'était vachement bien. Si le premier reste pour moi un indétrônable, ces 2 suites ne déméritent pas pour autant, chacune constituant de grands moments de plaisir cinématographique. C'est le genre de petits bijoux qu'on peut voir et revoir sans jamais se lasser, découvrant de nouvelles choses à chaque visionnage et se marrant encore et toujours face à ces répliques qu'on connaît pourtant par cœur. Rien de moins qu'une trilogie parfaite, les films ultimes sur le voyage dans le temps, qui jouent avec brio sur la fascination générale que tout un chacun peut éprouver pour ce concept, en explorant des questions qu'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Comment étaient nos parents à notre âge? À quoi ressemblera le futur? Et si on remontait le temps? Des films au questionnement universel donc, et qui auront laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. C'est pas pour rien qu'on en parle encore 35 ans plus tard. On n'a pas idée de l'impact qu'ont pu avoir ces films. Doc a donné le goût des sciences à beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui scientifiques, tout comme le personnage de Biff a pu en inspirer d'autres, comme le dira Tom Wilson lui-même. Biff has inspired many mafia thugs, for example. Avec un tel succès, un tel amour inextinguible de la part du public, c'est même surprenant qu'Universal n'ait pas lancé la production d'un reboot ou d'une suite. C'est vrai, la plupart des productions cultes des années 80 ont eu droit à leur version modernisée après tout. Pour le meilleur et surtout pour le pire, on va pas le cacher. La raison, c'est tout simplement que les 2 Bob y sont fermement opposés. Leur histoire dispose d'un début, d'un milieu et d'une fin, et il est tout simplement hors de question de gâcher tout ça avec un nouveau film qui constituerait, à n'en pas douter, une immense déception. Et si certains fans se sont amusés à imaginer un reboot avec Tom Holland et Robert Downey Jr. dans les rôles principaux, autant vous dire que c'est pas près d'arriver, car Zemeckis et Gale se sont arrangés juridiquement avec Spielberg et Amblin pour que personne ne lance la production d'une suite sans leur bénédiction. C'est d'ailleurs l'occasion de placer ma petite interprétation méta. Marty et Doc qui décident de détruire la DeLorean pour que personne ne puisse causer de dommages dans le continuum espace-temps, pour moi, c'est une métaphore de Robert Zemeckis et Bob Gale qui font en sorte que personne ne puisse causer de dommages à leur trilogie. On t'a vu, Sitchenberg. Mais malgré tout, et étonnamment, Bob Gale a révélé il y a quelques temps son idée concernant un éventuel 4e opus cinématographique. It would have to be that Doc and Marty find out that
we're thinking about making another Back to the Future movie. And they come back to stop us from doing such a crazy thing. Depuis la fin de la production, Bob Gale reste cependant très impliqué dans tous les projets touchant à cet univers, s'assurant que son héritage ne soit pas traîné dans la boue. Il a donc supervisé de nombreux dérivés de la trilogie, que ce soit le dessin animé de la chaîne CBS, le jeu vidéo édité par Telltale, ou la série de comics éditée par les éditions Flamival en France. C'est d'ailleurs vers les comics que je vous conseille de vous tourner si vous voulez absolument une suite à la trilogie originale. Tous les tomes ne se valent pas, mais ça reste un bon moyen de prolonger le plaisir. Et pour ceux qui aimeraient en savoir encore plus sur l'envers du décor de la trilogie, je leur conseille une petite chanson signée Tom Wilson. Was that real manure? No, it wasn't. How was that DeLorean? A piece of garbage. Do those hoverboards really fly? It's a movie. Stop asking me the question. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, de venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt. Salut!